Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle avec l'invité d'André Berkoff, Fabien Benoît, journaliste, documentariste, spécialiste des nouvelles technologies et auteur de ce livre The Valley, publié aux éditions Les Arènes. Alors, Fabien Benoît, pardon, je pensais. Fabien Benoît, vous avez écrit un livre, c'est presque un récit de voyage. Dans ce récit tout à fait passionnant sur, effectivement, cette Silicon Valley, cette vallée du silicium. Et on connaît évidemment la saga de ce que ça a été. Et c'est devenu une vallée légendaire pour tout le monde, parce que qui ne connaît pas Google, qui ne connaît pas Amazon, etc., Facebook et autres. Et tout s'est créé dans un relativement petit espace, quand même, entre San Bernardino, et puis vous parlez de l'université Stanford, Palo Alto, etc., etc. Et vous y êtes allé, et vous racontez cette histoire, qui est quand même une histoire formidable. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous lire quelque chose qui est dans le livre. Vraiment, c'est un livre à lire. Et à un moment donné, quelqu'un parle du politique, quelqu'un, évidemment, de la Silicon Valley. Et il dit ceci, parce qu'on est à 4 jours des élections européennes, où la politique, on ne parle que de ça. Le politique est une erreur. Les hommes et les femmes politiques sont des erreurs. Ils choisissent ce métier parce qu'ils ont des troubles émotionnels à régler. Cela nous renvoie à Wilhelm Reich lorsqu'il évoquait la psychologie de masse du fascisme et le fait que les hommes et les femmes politiques s'évertuaient à se décharger de leurs troubles sur les autres. Il y a un vrai problème là et je ne veux pas de ça. Et je pense qu'au XXIe siècle, les hommes et les femmes politiques sont sinon mal intentionnés, du moins porteurs d'effets néfastes pour tout le monde. De mon point de vue, si vous voulez vraiment changer le monde, rendre le monde meilleur, ça ne sert à rien d'élire Barack Obama ou Hillary Clinton. Sortez plutôt de chez vous et changez le monde vous-même directement, etc., etc. Alors dites-moi, ces hommes de la Silicon Valley, ils sont vraiment non seulement loin du politique, mais ils disent c'est plus à eux de régler les problèmes, c'est à nous. Je pense que, alors il est toujours difficile de généraliser, hein. Il y a des courants. Là, la personne que vous citez, c'est Luis Rossetto qui a créé le magazine Wired au milieu des années 90, qui est très emblématique de la conversion à l'économie de marché, du web commercial et du libertarianisme. Oui. Et ce libertarianisme a comme ennemi l'État en premier lieu. Et c'est vrai qu'il y a en tout cas une prégnance de cette idéologie libertarienne dans la Silicon Valley. Dont Ayn Rand, vous parlez d'Ayn Rand. Ayn Rand, qui est une des figures... en tout cas adulé par certains. Et donc c'est vrai qu'il y a ce rejet de la politique, des politiques, l'idée que ce sont des chefs d'entreprise géniaux, brillants, plus intelligents que la moyenne, qui doivent décider un petit peu du sort du monde. Et il y a cette idée-là qui est très présente. Est-ce que cette idée-là, je fais exprès, n'est pas quelque peu légitimé par le fait que cette histoire que vous allez raconter de la Silicon Valley, de The Valley en Californie, a été faite pratiquement sans aucune subvention de l'État, en tout cas de l'État fédéral. Je veux dire, ils se sont fait eux-mêmes ou pas? Je veux dire, cette aventure qui a commencé par les pionniers, racontez-nous d'ailleurs, peut-être ça a commencé comment exactement? Si on veut trouver un point de départ un peu dans cette histoire, et j'ai essayé d'en trouver un, il y a Stanford, il y a cette université qui est créée à la fin du 19e, dans cette région qui est encore une vallée maraîchère, donc qui n'est pas du tout la Silicon Valley, avec cette hyper-concentration d'entreprises et de richesses qu'on connaît aujourd'hui. Elle lance un mouvement. Et c'est des universitaires plutôt qui vont commencer... C'est parti de là. C'est parti plutôt de là. Stanford, oui. Ouais, effectivement. On va investir dans cette université sur la recherche, sur la technologie. Alors des technologies qui ne sont pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Il va y avoir le tube à vide, le transistor. Ça va donner lieu à plein de choses que nous connaissons. Et puis le silicium, ce qu'il a aidé, voilà, etc. Ça va donner lieu à plein de choses qu'on connaît très bien aujourd'hui, c'est-à-dire la télévision, la radiophonie, les ordinateurs, tout ça. C'est un peu un point de départ. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la place de l'État dans tout ça, c'est qu'il va très vite se nouer une sorte de relation un peu tripartite. Je parle du triangle de fer dans le livre. C'est-à-dire une relation avec 3 acteurs, les universitaires d'un côté, les entreprises de l'autre, et l'État fédéral qui passe commande, qui finance ses recherches. On connaît bien l'exemple notamment d'Internet, qui a été en partie financé par l'État fédéral et le gouvernement fédéral américain. Parce que c'était une préoccupation militaire au départ. Aussi, exactement, il y avait cette idée-là de construire un réseau de télécommunications qui était impossible à détruire, décentralisé, très résistant, très résilient. Alors Fabien Benoît, dans votre livre, encore une fois, que je trouve passionnant, parce que vous racontez beaucoup de choses, vous avez vous avez interviewé un certain nombre de ces hommes, vous connaissez l'histoire des autres. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je veux dire,
tous ces gens, il ne faut pas les réduire, là aussi on ne va pas caricaturer, mais quand même, les Steve Jobs, les Wozniak, les Zuckerberg, les Facebook, Bill Gates, etc. Bill Gates, oui. Il faut les s'ils ont des choses, des traits en commun, ce serait quoi pour vous? Une des premières choses que je dis dans le bouquin et que je trouve importante à souligner, c'est que l'histoire de la Silicon Valley, donc ce territoire qui est dans la Californie, entre San José et San Francisco, vous disiez c'est un petit territoire, effectivement c'est 70 km, 80 km dans la longueur, c'est une petite vallée. Ouais. Ce que j'essaie de dire en premier lieu, c'est que c'est une histoire américaine et qu'elle est traversée par les valeurs américaines. En particulier, c'est-à-dire, surtout, oui. En particulier, par exemple, le primat de la liberté individuelle, qui est très fort aux États-Unis et qu'on retrouve. Ces gens-là croient à l'initiative individuelle. Et ça renvoie après au libertarianisme qu'on évoquait, qui lui aussi défend. C'est d'ailleurs un peu le point cardinal du libertarianisme, cette idée de liberté individuelle qui est supérieure à tout. Je raconte aussi, et je trouve que c'est important de le souligner, qui sont pétris de valeurs comme celle de la conquête de l'Ouest, de la destinée manifeste, l'idée d'aller reconquérir un territoire, de recommencer le monde. Le syndrome du Far West est encore là. Je pense, les nouvelles frontières, etc. Ouais. Une des interviews que je fais à un moment avec une journaliste et entrepreneuse qui est installée dans la Silicon Valley, elle me raconte, elle me dit, tout remonte à la ruée vers l'or. Il y a cette idée. Alors on peut décliner ce thème-là sous plein de... C'est les nouvelles frontières du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, etc. Ça continue, c'est ça. Et ce terme de la frontière est très important. On en parlera pendant toute l'histoire de la Silicon Valley. Une frontière à dépasser, à repousser. Internet qui est une nouvelle frontière, le transhumanisme qui est une nouvelle frontière. C'est vraiment, il y a tout un lexique même. Et c'est assez intéressant de voir la destinée manifeste qui est une mission de droit divin. Enfin, c'est-à-dire on va aller recommencer un monde. Ça aussi on le retrouve dans le champ lexical de la Silicon Valley. On parle d'évangélistes pour ceux qui essaient de convertir un petit peu à la technologie. Il y a il y a une histoire américaine avec l'idée de pionnier, de frontière, de self-made man, d'initiative individuelle et de recommencer un peu le monde. On entend beaucoup dans la Silicon Valley change the world, refaire le monde, recréer le monde. Ça c'est très prégnant et c'est vrai que c'est un dénominateur commun assez fort. On va en parler de cette idéologie et de ses valeurs parce que c'est absolument passionnant. D'ailleurs, elle change notre monde. Et on en parle avec l'invité d'André Berkoff, Fabien Benoît, journaliste et auteur de ce livre The Valley, la Silicon Valley en fait, publié aux éditions Les Arènes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff face à son invité Fabien Benoît, journaliste, documentariste, spécialiste des nouvelles technologies et auteur de ce livre The Valley, la Silicon Valley, publié aux éditions Les Arènes. Des milliards, des milliers de milliards de dollars. Un empire qui s'est installé en quelques années, en quelques décennies. Qu'est-ce que c'est quelques décennies dans l'histoire? Sur un petit territoire de 70 km². Oui, c'est à peu près Fabien ça. Benoît à peu près. Et ces aventuriers, ces nouveaux aventuriers. Et c'est vrai, on peut comparer, parce qu'en lisant votre livre, pensez aux aventuriers du pétrole, quoi. C'était les Rockefeller à l'époque, etc. Aujourd'hui, c'est les aventuriers de la technologie, dans tous ces états. Et l'impression qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, ils ont ce côté un peu démiurgique en disant et je pense que sincèrement, en tout cas dans votre livre, quand on le dit, oui, on va changer le monde, on va pas se contenter de faire des ordinateurs ou de faire des smartphones, on va changer le monde. C'est quoi en fait leur idéologie? C'est quoi leur idée? C'est qu'on peut tout faire avec ce qu'ils font là-bas dans la Silicon Valley? Déjà, il y a une croyance profonde dans le pouvoir transformateur de la technologie. C'est-à-dire la technologie peut changer le monde, peut régler tous les problèmes. Il y a un chercheur qui a trouvé un terme pour qualifier un petit peu cette façon de penser, c'est le solutionnisme technologique. C'est-à-dire, admettons, on a un problème de climat, c'est la technique qui va apporter une solution. C'est pas le changement des comportements ou un changement de fonctionnement dans la société. Je pense que ça, c'est très important. Et ça a traversé toute l'histoire de la Silicon Valley, évidemment, c'est-à-dire cette croyance profonde dans le fait que la arrêtez technologie... de nous faire peur avec les moins à 2 degrés, 3 milliards de personnes vont mourir, etc. Le GIEC et compagnie. Nous, on va résoudre ça, quoi. On trouvera une solution technique à ce problème-là. Ouais. Et ça, c'est général. C'est un commun dénominateur de beaucoup, en tout cas. Pour le coup, je pense que c'est vraiment une valeur très partagée dans la Silicon Valley. Autant parler de libertarianisme, ça ne concerne pas tout le monde. Évidemment, ça concerne certains leaders, certaines figures très emblématiques de la Silicon Valley. Ce pouvoir dans la technologie, oui. C'est-à-dire que quand les gens parlent d'un réseau social, ils disent on est en train de refonder les relations sociales, les relations humaines. C'est ça. Quand Uber parle de son application, il dit
on change la mobilité radicalement, la façon dont les gens se déplacent. C'est toujours une refondation. Il y a cette idée de recommencer, de recréer, de refonder en permanence. Alors pour le pire et pour le meilleur. Oui, vous parlez du pire vers la fin du pire. Enfin, mais alors justement, je voulais demander, vous avez vécu quelque temps, en tout cas à Silicon Valley. Quelle impression on a? Je veux dire, qu'est-ce que ça donne comme impression si vous venez raconter à un copain, j'étais là-bas, qu'est-ce que tu sens quand tu es là-bas, je veux dire, dans le quotidien? Il y avait un ingénieur que j'ai rencontré là-bas qui a passé toute sa vie dans la Silicon Valley qui me disait la Silicon Valley, c'est une révolution de l'intérieur. C'est-à-dire ça se voit pas de l'extérieur. C'est une révolution qui s'est toujours faite dans les laboratoires, dans les garages, à l'intérieur des entreprises. Et on a ce sentiment-là quand on est dans la Silicon Valley. Il y a une dimension un peu aseptisée. C'est-à-dire qu'on voit pas les choses se passer en fait. Oui, c'est pas des immeubles modernes, c'est pas l'architecture, c'est pas des œuvres d'art. Tout se passe à l'intérieur. Oui. Alors il y a l'exception évidemment du nouveau siège d'Apple qui est très ostentatoire, très très colossal. Mais on voit pas trop. Il y a pas de signe de grandeur non plus. Et il y a une forme d'homogénéité dans la Silicon Valley. On a le sentiment que les gens se ressemblent, on a le sentiment que les gens sont tous affairés, ils sont vraiment dans leurs écrans. Ça donne une drôle d'impression. L'ingénieur avec qui je parlais me disait aussi, dans les années 60, cette région-là, c'était une région qui était le siège d'un bouillonnement culturel exceptionnel, artistique. On a perdu tout ça. Et effectivement, la Silicon Valley, elle a changé aussi de ce point de vue-là. Oui. Elle a changé, et elle a changé comment? Parce que dans la vie quotidienne, ça se passe comment? Ça se passe, si vous voulez, les gens, quand ils vous voient, etc., ils prennent le temps de vous parler, ou on sent qu'ils ont leur montre et que ça va être très rapide? À vrai dire, les gens ont pris le temps de me parler. Pas évidemment les plus haut placés, dirais-je, mais oui, les gens ont pris le temps de parler parce que ils pensent qu'ils font des choses importantes, qui sont, comme je disais, en train de changer le monde. Il y a ce truc-là, il y a une sorte de satisfaction à faire tout ça. On a envie de raconter et de nous raconter aussi, j'en parle dans le livre, comment sera le futur, comment sera demain, qu'est-ce qui va se passer, comment l'homme va fusionner avec la technologie, par exemple. Alors, Fabien Bonneau, moi j'ai été frappé par quelque chose. Vous parlez les 4/5 de votre bouquin, vous parlez de tout ça. Et à la fin, j'ai l'impression que vous êtes tenu, il ne faut pas que je dise trop de bien de tout ça. Et je dis à la fin, oui, mais alors à côté, il y a les gens qui fuck Google, qui jettent des pierres sur les bus Google, et ça va pas, le transhumanisme, c'est de nouveau, vous l'avez pas dit comme ça, hein, c'est de nouveau totalitarisme. Est-ce qu'on ne va pas arriver sur un 1984 d'Orwell, dans le mauvais sens, effectivement, dans le sens orwellien du terme? Mais on avait l'impression, quand j'ai lu votre bouquin, je me suis dit, Fabien Benoît, il a dû se dire, je vais quand même pas faire un bouquin à la gloire de Silicon, il faut que je dise qu'est-ce qui va mal. Mais honnêtement, vous le dites à la fin en quelques pages. Et on a l'impression de dire oui, enfin, ce que j'ai ressenti, on a l'impression de dire oui, ok, il y a effectivement, bien sûr, on va pas dire que c'est les nouveaux dieux qui vont apporter le bonheur de l'humanité. Mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas possible que la technologie, et vraiment je vous pose la question, vous y avez été, puisse résoudre beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en crée? C'est une question difficile. C'est toujours traversé de beaucoup de paradoxes. Moi, je nie pas en fait les possibilités extraordinaires qu'offre la technologie, notamment en matière de libre expression, le fait de se rassembler, le fait de créer des mouvements collectifs. Et on l'a vu en France récemment. Je nie pas. Regardez les réseaux sociaux. Si Facebook n'avait pas été là, ça n'aurait pas existé. Enfin. En tout cas, ça a ces vertus-là. Je suis bien d'accord. Après, le discours de la Silicon Valley qui consiste à dire que tout va être résolu par la technologie, c'est quelque chose auquel j'ai du mal à croire, évidemment. Et on voit bien, et je trouve qu'on a changé un petit peu la façon dont on voit la Silicon Valley, dont on voit la technologie, dont on voit ces grandes entreprises, a changé ces dernières années. D'ailleurs, l'idée de les taxer témoigne de ça. Je pense que ça a changé. On voit les employés, les travailleurs de Google, d'Uber, les livreurs à vélo, on voit les conditions de travail dans les entreprises. Elles sont dures, les conditions de travail. Dures. Chez Amazon, chez Tesla, on voit la volonté qu'ont ces entreprises de brimer les syndicats, d'empêcher les gens de se syndiquer, d'être dans le moins-disant social en permanence. Donc ça aurait été bizarre de ne pas en parler, de ne pas dire que ce modèle-là... Benoît, juste un mot. Ils sont traités comment par rapport à la France, les ouvriers, les employés de Tesla, est-ce que les conditions de vie, parce j'imagine qu'ils sont très bien payés, ces gens-là, là-bas?
Ou pas? Ah ben ça dépend. Les cadres supérieurs sont plutôt choyés pour rester dans les entreprises. Après, les petites mains, c'est-à-dire les cols bleus de la Silicon Valley, j'en parle à la fin. Effectivement, ça vient à la fin. Mais les cols bleus de la Silicon Valley souffrent beaucoup et sont très maltraités. Souvent cumulent plusieurs emplois, ont du mal à se loger dans la région. Les prix ont explosé. Enfin voilà, c'est assez dur pour eux. Et souvent, ils se heurtent à des patrons, à des managements qui sont très 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 très, très durs, qui en fin de compte ne changent rien par rapport au capitalisme industriel tel qu'on l'a connu. Il y a toujours cette même férocité face aux mobilisations collectives dans les entreprises. Et ça vient effectivement de ego et rand, vivent les gens qui font, et puis les autres, c'est les winners, enfin les créateurs et les takers, ceux qui profitent du système mais qui font pas le système, etc. Est-ce que vous avez l'impression, alors politiquement, je voudrais juste demander, ils se situent où? Ben c'est difficile en fait, c'est-à-dire que le clivage de gauche-droite est assez difficile à appliquer aux gens de la Silicon Valley. Si on regarde la façon dont ils supportent par exemple les candidats aux élections présidentielles aux États-Unis, bon, on pourrait constater un petit tropisme plutôt vers les démocrates. Plus Clinton que Trump quand même, non? Voilà, ils étaient plus Clinton que Trump aux dernières élections, mais ça ne les empêche pas. Par exemple, Peter Thiel, qui est une des figures un peu... PayPal, c'est ça, PayPal. Ouais, exactement, ouais. PayPal, un des investisseurs précoces de Facebook, ce qui a nourri aussi sa fortune, est devenu un conseiller de Donald Trump. Enfin, il y a une sorte de... En fait, il y a une sorte de rapport... au gouvernement qui est assez ambigu, c'est-à-dire on a un discours qui consiste à dire qu'il faut toujours moins d'État, mais en même temps, ça s'accommode bien de l'État parce qu'en même temps, il peut nous aider, il peut financer subventionner certains champs de la recherche. Je pense en particulier à Tesla. Voilà, donc il y a cette espèce de rapport ambigu et le clivage droite-gauche est un peu difficile à appliquer. Après, moi, ce que je retiens et que le message que je veux un petit peu faire passer sur ce sujet-là, c'est cette idée de libertarianisme qui est très présente. Donc, de liberté individuelle, de moins d'État et de volonté de soumettre le plus grand nombre de choses au marché. Le marché étant l'instance régulatrice pour ces gens la plus vertueuse. C'est le marché, en fait, qui est l'arbitre. C'est-à-dire, si vous réussissez, tant mieux. Si vous réussissez pas, tant pis pour vous, etc. Et justement, vous êtes français, Fabien Benoît, vous vivez en France. Quand vous revenez ici, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un autre monde? Je pense, oui. Je pense qu'il y a, oui, je pense qu'on n'est pas dans le même je pense qu'il n'y a pas beaucoup de points communs. Après, moi, je suis interpellé, par contre, par certains discours, notamment des discours quand on nous parle de faire de la France une start-up nation. Je peux pas passer à côté de ce genre de déclaration et je me dis quel ridicule. Enfin, où est-ce qu'on va? On sait très bien que le modèle de la start-up maintenant, enfin, on commence à le savoir, est assez inepte. C'est de la spéculation pure et simple. C'est-à-dire, on a vu l'introduction d'Uber très récemment, qui ne fonctionne pas. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent, mais qui est valorisée à hauteur de 86 milliards, je crois, de dollars. En fait, c'est de la spéculation. On crée des entreprises, on mise dessus, on les revend très rapidement, on espère être acheté par Google la plupart du temps. Jusqu'à ce que ça se casse la gueule pour certains. Jusqu'à ce qu'il y ait un crash, comme il y en a eu au tournant des années 2000 dans la Silicon Valley. Mais il l'explique très bien, vous l'expliquez dans votre livre. On a parlé de la bulle Internet qui a sauté. Sauf qu'en même temps, il y avait énormément d'entreprises qui se créaient. Ouais, c'était une fausse explosion, quoi, quelque part. Il y a eu beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau à cette époque-là. On parlait de l'hiver nucléaire de la Silicon Valley pour dire que c'était vraiment un désastre. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés effectivement sans emploi. Après, il y avait une chose qu'on n'avait pas tout de suite analysée, c'est que à l'époque, Internet, c'était très peu de gens finalement par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Le commerce en ligne n'était pas du tout arrivé à maturité. Et en fait, il y a une nouvelle vague, une relance, si je puis dire, assez rapide. Et qui continue aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, qui se poursuit. Alors, qui est très adossé à ce phénomène spéculatif qui est important, qui est vraiment un rouage clé de la Silicon Valley. L'idée de capital risque, de venture capital. Donc, c'est ces gens qui misent sur des entreprises en disant peut-être un jour, mais qui prennent des risques. Qui prennent des risques financiers aussi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça reste, alors, Fabien Benoît, parce qu'ici, Silicon Valley, pour beaucoup et beaucoup de jeunes, c'est un mythe. Enfin, c'est un mythe qu'on a envie de... Parce que vous m'avez dit vous-même, dans votre livre, vous dites qu'il y a 70 000 Français, peut-être plus, qui sont dans ce petite bordure de terrain. Est-ce que, pour vous, ça reste un mythe ou c'est quelque chose aujourd'hui qui va un peu rentrer dans le rang, ou c'est encore le mythe de la nouvelle frontière? Je dirais qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que moi, par exemple, pour les Français que j'ai rencontrés dans la Silicon Valley, les entrepreneurs, les chercheurs dans les universités, pour eux, c'est le summum, c'est le Saint Graal, la Silicon Valley. Tout le monde est là, les investisseurs, les grandes entreprises, les moyens sont extraordinaires mis à disposition. Donc il y a vraiment cette attractivité de la Silicon Valley. D'autre part, je pense que plus largement dans l'opinion publique,
il y a un changement de regard sur la Silicon Valley et sur les grandes entreprises et sur les GAFAM en particulier. Je pense qu'on a dépassé le stade de la naïveté et de la technophilie un peu béate, c'est-à-dire c'est génial, c'est super, il faut tout numériser. Je pense qu'on commence à se poser des questions quant aux objectifs, au dessin de ces entreprises et quant à la façon dont elles fonctionnent. Il faut toujours réexaminer l'évangile. Et réexaminer en tout cas aussi le livre de votre invité qu'on va remercier, André Berkoff. Merci à vous, Fabien Benoît. Je rappelle que vous êtes journaliste, documentariste, spécialiste notamment des nouvelles technologies et auteur de ce livre, The Valley. C'est publié aux éditions Les Arènes. Merci à vous. Merci André Berkoff. On retrouve demain à midi dans tous vos états sur Sud Radio. Tous ceux qui nous ont écoutés peuvent réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr. À suivre les clés d'une vie avec Jacques Pessis. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit le philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Excellente journée à vous.